Nous allons parler détaillé d'un nouveau modèle singulier possible pour le maintien à domicile, avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, Olivier Lefebvre, qui est directeur d'un pôle autonomie. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter, c'est important, présenter ta fonction, et puis on va présenter le modèle actuel que tu as déjà mis en place et celui que tu proposes. D'accord. Donc moi ça fait 17 ans que je suis en direction médico-sociale. Et en fait, je suis parti des retours de terrain en fait, et des nombreux entretiens que j'ai pu avoir avec les familles lorsqu'elles viennent visiter mon EHPAD, pour essayer de comprendre quelles étaient un peu les situations qui ont conduit à ce que ces familles envisagent un déménagement de leurs proches en établissement. Et donc de là, depuis 3 ans, on a commencé à travailler sur de nouvelles modalités d'accompagnement à domicile qui seraient différentes de l'existant et qui viendraient un peu en structuration sur un secteur qui a besoin, où la réglementation a besoin d'évoluer et où il y a besoin aussi d'avoir un accompagnement et une expertise gériatrique qui soit beaucoup plus prégnante dans l'accompagnement des personnes âgées. Est-ce qu'on peut résumer le modèle, si c'est possible, de manière simple, le modèle que tu as mis en place actuellement? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on est en train de créer un GCSMS qu'on a appelé Pôle Autonomie Nord-Est Essonne, qui est un partenariat privé-public. Il y a le groupe Helena Santé qui s'associe avec le service public essonnien du Grand Âge, qui est la branche médico-sociale du conseil départemental de l'Essonne, pour la mise en place d'un modèle singulier. Donc l'idée de départ, c'est d'arriver à une offre de services qui soit beaucoup plus simple et lisible pour le grand public, qui sortent un peu de ce labyrinthe de solutions qui n'est pas compris par les personnes âgées et leurs familles. Et donc on a travaillé sur 4 situations de rupture qu'on avait identifiées principalement, et qui entraînaient l'hospitalisation et le passage finalement d'une personne qui est à domicile en institutionnalisation. Donc il y avait effectivement ce manque de circulation de l'information entre les différents intervenants. Il y avait le fait que la nuit et les week-ends n'étaient pas suffisamment couverts par les services à domicile. Il y avait également la complexité de l'offre qui ne permettait pas forcément aux familles ou aux aidants de pouvoir mettre en place les bons services, et l'épuisement effectivement aussi des aidants qu'on observe encore aujourd'hui et qui ne sont pas suffisamment accompagnés. Alors sur le volet aidant, depuis 4 ans, donc on a une plateforme d'accompagnement de répit, et donc on a malheureusement trop souvent vu certains aidants décéder avant les aider, en fait. Donc donc fort de ce constat, on a vraiment voulu baser cette offre de service autour du couple aidant-aidé. Donc ça, c'était la première chose. On voulait également améliorer le repérage des situations de fragilité, et puis arriver avec une équipe mobile pluridisciplinaire en structuration avec en amenant sur le domicile des postes qui n'existaient pas jusqu'à présent, type qualiticienne, nutritionniste, etc. Donc on a travaillé sur ce qu'on appelle les 4 piliers. Donc le premier, ça a été l'intégration du CLIC Nord-Est Essonne. Donc l'intérêt, c'était effectivement le repérage et le volet social. On y a agrégé la plateforme d'accompagnement et de répit pour avoir cette double évaluation aidant-aidé. Donc l'équipe mobile maintenant intervient systématiquement, et on peut être beaucoup plus en amont que par le passé sur la plateforme
où finalement on nous a adressé des aidants et beaucoup trop tard. Et donc là, on va pouvoir travailler sur la prévention et la formation sur tout ce qui est en lien avec les danses, les dispositifs existants, etc. On y a rajouté un troisième pilier qui est la prévention. Prévention, formation sur la nutrition, les risques de iatrogénie, la connaissance des pathologies. Et le troisième volet, ça a été l'équipe de soins renforcée, l'équipe pluridisciplinaire avec l'expertise gériatrique, les thérapeutes, notamment notre ergothérapeute qui est très importante puisque c'est elle qui va venir faire l'évaluation du domicile et qui va pouvoir déterminer quelles sont la domotique qu'on va pouvoir y installer. Et puis également être en capacité à domicile de pouvoir mettre en place une surveillance plus forte sur les principaux risques gériatriques, comme la nutrition, le suivi de l'hydratation et puis la stimulation également qu'on fait à travers nos assistants de soins en gérontologie qui viennent faire de l'activité thérapeutique en individuel à domicile. Donc globalement, en fait, on a modélisé tous les types d'accompagnement qu'on pouvait faire en établissement, mais à domicile, en s'appuyant sur différentes startups comme Télégraphique, avec tous les outils connectés, les capteurs de présence, les verres connectés également. Donc on a une plateforme qui agrège toutes les données qui sont remontées par la domotique de Télégraphique. On a présage sur l'anticipation effectivement l'anticipation des hospitalisations entre 7 à 14 jours, avec un questionnaire qui est rempli une fois par semaine par un auxiliaire de vie et qui permet de déterminer un futur risque d'hospitalisation et des actions de prévention qui sont qualifiées par risque gériatrique. Et puis la pluridisciplinarité qui permet, dès qu'une nouvelle personne âgée nous est adressée, on met en place ces quatre piliers. Et on a bâti un système d'information interopérable qui permet de suivre l'ensemble du parcours et d'y agréger les données domotiques qu'on peut avoir à domicile. Et donc la coordination médicale va pouvoir monitorer un peu aussi l'activité qui peut être faite à domicile, la nutrition, l'hydratation. Et puis on a nos acteurs de terrain. Et donc en fait on propose au final un accompagnement global, puisqu'on a le volet social, finalement l'accompagnement de l'aidé et de son entourage, et puis toute la palette de prévention et d'expertise qu'on peut y adosser, et une offre simple, un seul interlocuteur finalement qu'on a mis sur ce pôle autonomie et qui présente par sa simplicité et sa singularité une alternative finalement qui est plus simple. On est vraiment dans le prédictif et l'anticipation. Et après, on travaille avec tous les acteurs sanitaires, médico-sociaux. Donc voilà, c'est plutôt pour vraiment un début d'expérimentation qui répond finalement à un certain nombre de trous dans la raquette qu'on a pu avoir sur le domicile. On a une référente qualité aussi qui va pouvoir structurer un peu les modalités d'accompagnement, mettre en place la démarche qualité. On a déployé aussi un système d'information à la qualité aussi. Et on demande à nos intervenants à domicile de pouvoir tracer tous les petits dysfonctionnements pour pouvoir y apporter après une réponse pluridisciplinaire comme en établissement. Et on intègre également les familles aussi, les familles et les aidés dans nos modalités organisationnelles. Donc on a déjà organisé une première réunion qualité dans laquelle les aidants et les aidés y étaient associés. Et donc l'idée c'est pouvoir aussi les impliquer dans la gouvernance et pouvoir faire remonter aussi des observations qu'eux aussi auraient pu faire et s'inscrire dans la loi 2002 et puis aussi dans ce qu'on peut faire aussi en établissement à travers les CVS et les représentants des usagers. Ceux qui nous suivent, ceux qui connaissent
se disent c'est déjà très complet. Ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas, on peut leur dire que ce que tu as mis en place est déjà très avancé par rapport à ce qui se passe ailleurs, ou en moyenne. Oui, oui, tout à fait. Bon, après... Et partant de ça, en fait, si j'ai bien compris, ça, tu vois des lacunes, tu vois des limites, et donc tu proposes un modèle encore plus singulier. En fait, encore une fois, on est parti des situations de terrain et des personnes qui nous sont orientées et pour lesquelles finalement le pôle en fait n'arrive pas à pouvoir être sur un accompagnement complet. Et donc aujourd'hui, on est souvent sollicité par des acteurs du domicile pour être effecteurs de soins. Parce que... Là pour l'instant c'est une sorte de coordination, plus prévention, plus repérage, prévention, etc. Et en fait certains vous demandent de faire le plus. Voilà, en fait aujourd'hui on nous demande d'être effecteurs de soins parce que aujourd'hui les taux de couverture des SIAD notamment, des HAD, ne leur permet pas de couvrir tout le territoire. Et donc voilà, comme on est un pôle avec cette force pluridisciplinaire, bon, ils ont l'impression qu'on peut répondre un peu à toutes les situations, ce qui n'est pas... Ah oui, comme ils imaginent que ton système, en fait, il est complet, il voilà. Vous le voit global, ouais. Ils disent, bon, il répond à tout. Voilà, c'est ça. Et, effectivement. Donc en fait, ça même, j'imagine que ça a même augmenté le nombre de cas d'attente. Enfin, oui, tout à fait. Alors, donc d'où l'intérêt de réfléchir à quelque chose pour améliorer la situation. Voilà, donc par le fait aussi qu'on a cette attractivité aussi au niveau des recrutements de soignants ou d'infirmiers grâce à ces parcours professionnels qui peuvent être ou en établissement ou à domicile. On a également une politique de formation importante pour les auxiliaires de vie qui peuvent évoluer très vite sur des postes d'AES, d'aide-soignants avec un complément de formation d'assistant de soins en gérontologie. Voilà, on a en capacité de pouvoir constituer des équipes mobiles et de soins de manière assez rapide. Et donc, effectivement, voilà, si demain on pouvait avoir nos propres équipes de soins qui vont pouvoir finalement prendre en charge des personnes qui sont aujourd'hui sur des listes d'attente de SIAD ou d'HAD, on va pouvoir être vraiment sur un parcours gradué et complet. Le nouveau modèle, c'est les modèles existants plus les personnes pouvant pratiquer des soins. C'est ça, si je résume. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire en fait embaucher, donc ça va créer une structure, on peut embaucher des infirmières, médecins. En fait, c'est tout à fait. Tout arrive tout en fait. C'est en fait agrégé sur un pôle, en fait toutes les autorisations existantes à domicile pour pouvoir apporter de la structuration, être en appui des structures traditionnelles et puis accompagner peut-être des cas un peu plus lourds, des situations un peu plus complexes par la force de ce collectif et l'assise financière qui est derrière. La nouvelle réflexion, tu vas la mettre en place, ça se met en place facilement, il faut des autorisations, il faut convaincre, je sais pas, les collectivités. Aujourd'hui, on échange sur le sujet avec les conseils départementaux, les ARS, et on participe aussi au CNR Bien Vieillir pour essayer de promouvoir ce nouveau modèle. Donc aujourd'hui, on est en attente, en négociation de nouvelles autorisations. Mais bon, voilà, il faut que les pouvoirs publics s'emparent du sujet et qu'à travers toutes ces réflexions qui sont faites aujourd'hui pour préparer l'arrivée des papy boomers en 2030, on puisse travailler sur des solutions qui sont éprouvées sur le terrain et qui entraînent cet accompagnement global comme on peut l'avoir en établissement. Et qu'on apporte aussi ce soutien avec ces nouveaux métiers qu'on va pouvoir proposer à domicile en s'appuyant aussi sur les nouvelles technologies. Et donc c'est des modèles qui peuvent exister par ailleurs.
sur le cas de l'Essonne, on a le pôle gériatrique des Magnolias qui existe depuis une vingtaine d'années et qui agrège aussi une plateforme de répit, le clic, la partie sanitaire et domicile, et ça fonctionne. Donc voilà. Donc ce qui manque pour mettre en place un nouveau modèle, ce n'est pas des lois, ce n'est pas des règlements, c'est les autorisations et le financement. C'est des autorisations et des financements, et surtout ce qu'on voudrait promouvoir sur différents territoires, c'est un modèle plus complet en s'appuyant sur des chefs de file qui existent sur chaque territoire, qui peuvent être publics, privés, associatifs, voire un mélange des deux. On va flécher en fait différentes autorisations, parce que aujourd'hui en fait le problème c'est que ces autorisations sont disséminées sur différents porteurs, et donc tout le monde travaille en silo en fait. Chacun a une part de l'information, et finalement c'est cette intégration qui permet de pouvoir suivre intégralement le parcours. On propose aussi aux structures EHPAD, lorsqu'une personne sort du pôle autonomie et doit être institutionnalisée, une fiche de liaison qui récapitule en fait toutes les modalités d'accompagnement qui a pu être fait à domicile. Et là on entraîne vraiment une continuité côté établissement et tout ce qui a pu être fait également en amont, ce qui n'existe pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui en EHPAD on a le dossier médical qui vient de l'hôpital, mais il y a très peu de connexion finalement avec le secteur du domicile. Ton modèle, en fait, le modèle sur lequel tu réfléchis, dans un territoire où on va dire pas rien n'existe parce que c'est impossible, qui doit être le fer de lance, qui doit être l'initiateur, quel type de structure doit être l'initiateur d'un modèle comme ça? C'est la structure c'est l'opérateur qui est en capacité, qui a déjà démontré par le passé sa capacité à mettre en place des projets. Donc il faut s'appuyer déjà de base sur une structure qui est suffisamment, un grand nombre de places et une assise financière qui est suffisamment grande. Et alors après, ça peut être aussi un rassemblement de plusieurs opérateurs à travers un GIC-SMS, on peut le faire sur le nord-est de l'Essonne. De toute façon, dans tous les territoires, il y a toujours un opérateur, plusieurs opérateurs qui sont plus dynamiques que les autres et qui ont envie de porter des projets. Le modèle-là est facilement duplicable. Je crois que j'ai pas forcément les compétences 100% qui sont les tiennes. Il est duplicable facilement ou pour moi, il est duplicable dans la mesure où finalement c'est des autorisations qui existent déjà dans la plupart des territoires. Sauf que là, l'idée c'est de les regrouper sur un seul et même pôle. Donc après, ça peut se faire à travers des groupements juridiques qui le permettent. Et ensuite, il faut définir un cahier des charges et des offres de services à minima sur la partie soutien aux aidants, prévention, équipe de soins renforcée, et puis un autre service qui va permettre d'améliorer le repérage. Il faut définir un schéma d'organisation à minima, et puis essayer de le modéliser sur chaque territoire avec des opérateurs qui peuvent être différents. Super. Une conclusion, un point à rajouter? En conclusion, je pense que aujourd'hui, ce qui se dessine, effectivement, c'est le service autonomie, le centre ressources territoriales. On est dans cette logique, finalement, de pouvoir faire travailler ensemble différentes activités. Mais je pense qu'on va pas assez loin, parce que les financements qui sont prévus ne vont pas permettre de faire à la fois de la prévention, le soutien aux aidants, le repérage et l'équipe de soins renforcés. Donc si on veut promouvoir un nouveau modèle sur le territoire, le bien vieillir et l'approche domiciliaire, il faut y mettre des moyens. Et cela passe par une équipe pluridisciplinaire qui est beaucoup plus dans cette complexité, cette pluridisciplinarité qui va aller beaucoup plus loin que ce qui est prévu par les dispositifs que je viens d'évoquer. Super, merci Olivier Lefebvre. Je rappelle que tu es directeur d'un pôle autonomie. Merci beaucoup. Merci Frédéric.